Oui, bonjour. La dernière fois, il était question de procéder à l'identification du contrat administratif. Pour ce faire, on avait tenu à souligner que le contrat administratif, pour son identification, supposait la maîtrise d'un certain nombre de critères. Et qu'à ce propos, on avait fait remarquer qu'il y avait des critères qui avaient été dégagés par le législateur et d'autres critères qui avaient été dégagés par le juge. Relativement aux critères dégagés par le législateur, on avait dit qu'il y avait des critères, un critère organique, l'autre critère était le critère matériel. Pour le critère organique, l'article 8 du COA pose le principe selon lequel les contrats administratifs, tout contrat, ou au moins l'une des parties est une personne morale de droit public. Et naturellement, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une personne morale de droit public. Et la personne morale de droit public, quand on dit personne morale d'abord, c'est un groupement de personnes physiques réunies pour la réalisation d'un but bien déterminé. Maintenant, la personne morale peut être une personne morale de droit public comme une personne morale de droit privé. Pour faire simple, quand on dit une personne morale de droit public, c'est tout simplement toute personne qui poursuit un but d'intérêt général. Donc c'est une personne qui n'est pas à la recherche d'un profit. Maintenant, les personnes morales de droit privé sont considérées comme des personnes qui sont à la recherche d'un profit. Et que maintenant, au Sénégal, on considère les personnes physiques comme étant, il s'agit donc, je veux dire, il s'agit de l'État, il s'agit des collectivités locales et des établissements publics. Donc l'État, les collectivités locales et les établissements publics. Donc chaque fois que nous sommes en présence d'un contrat où l'État, ou une collectivité locale ou un établissement public est parti, nous sommes en présence d'un contrat administratif si l'on s'en tient à l'article 8 du COA. Mais nous avions souligné aussi la dernière fois que l'article 8 souffrait d'un certain nombre d'exceptions, exceptions posées par l'article 9, qui dispose qu'un contrat administratif conclu par des personnes privées pouvait revêtir la qualité de contrat administratif si l'un des contractants a agi au nom et pour le compte d'une personne morale de droit public. De ce point de vue, on avait fait observer que chaque fois qu'un contrat porté sur la construction de routes nationales, quand bien même ce contrat serait passé par une personne privée, le droit considère que nous sommes en présence d'un contrat administratif. Pourquoi? Parce que tout simplement la construction de routes nationales ou la construction de routes relève de la compétence de l'État. Donc si une personne privée construit une autoroute, en réalité, elle le fait au nom et pour le compte de l'État. Par conséquent, donc, un tel contrat est considéré comme un contrat administratif. L'autre aspect qu'on avait souligné également, c'était qu'il pouvait arriver que deux personnes morales de la public passent un contrat sans pour autant que nous ne soyons pas en présence du contrat administratif. Et comment l'expliquer? C'est que tout simplement, lorsque deux personnes morales de droit public passent un contrat alors que l'objet du contrat n'a rien à voir avec la poursuite d'une mission de service public, alors un tel contrat est considéré comme étant un contrat de droit privé. Donc ça veut dire quoi? Donc tout contrat signé par deux personnes morales de la République est présumé administratif, Et cette présomption, vous êtes des juristes, cette présomption est une présomption ici simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Si nous parvenons à démontrer que l'objet du contrat est un objet qui n'a rien à voir avec la satisfaction de l'intérêt général, alors, en pareille occurrence, nous considérons que le contrat est un contrat de droit privé. Maintenant,
Ça, c'est le critère organique, ses principes et les exceptions. Maintenant, les critères matériels, on avait dit que relativement aux critères matériels, on avait souligné que tout contrat qui vise l'exécution d'une mission de service public est un contrat administratif. Critère matériel. Donc, dans le premier critère, on prend en compte la nécessité de la présence d'une personne physique, on prend en compte les organes qui sont à la base de la conclusion du contrat. Mais dans le cadre justement des critères matériels, on ne prend plus maintenant en compte les organes ou les personnes, mais plutôt l'activité en tant que telle. Donc, lorsque l'activité ou lorsque le contrat a pour finalité l'exécution d'une mission de service public, alors il s'agit d'un contrat administratif. Et l'exemple souvent évoqué, c'est l'exemple justement de la jurisprudence Théron du 4 mars 1910, où il était question, il était demandé au sieur Théron de procéder au ramassage des chiens errants. Le fait de ramasser les chiens errants, ça est une mission de service public. Par conséquent, on a considéré que tout contrat qui vise l'exécution et en pour finalité l'exécution d'une mission de service public est d'un contrat administratif. Maintenant, pour toujours relativement aux critères matériels, on avait souligné que lorsqu'un contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun, si un contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun, on est en présence d'un contrat administratif. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une clause exorbitante du droit commun? Le législateur, sur ce point, est resté muet, ne s'est pas prononcé, n'a pas donné une définition de clause exorbitante du droit commun. Tout au plus, s'est-il contenté d'énumérer les clauses exorbitantes du droit commun. Et parmi ces clauses exorbitantes du droit commun, on a ce qu'on appelle la poursuite de mission générale, au-delà, la rupture de l'égalité. Et la rupture de l'égalité est l'incorporation dans le contrat de pouvoirs conférés à l'administration. Un certain nombre de privilèges qui sont concédés à l'administration, lequel privilège qu'on ne retrouve pas dans le cadre des contrats de particulier à particulier. Ça, c'était justement précision que je vais faire. Dans le cadre justement des relations, dans le cadre des contrats conclus de particulier à particulier, il est bien possible, il n'est pas possible, j'allais dire, qu'une des parties impose sa volonté à l'autre pour la modification du contrat ou pour sa résiliation. Ce n'est pas possible. Ce que la volonté commune a fait, c'est l'article 97 du COCC qui nous le rappelle. Ce que la volonté commune a fait, c'est la volonté commune pourrait faire. Donc, pour qu'il y ait modification d'un contrat conclu régulièrement par des particuliers, il faut impérativement qu'il y ait un accord de toutes les parties. À défaut, la modification ne peut se faire. À défaut, la résiliation, on ne peut pas mettre fin de façon unilatérale au contrat. Ce n'est pas possible. Alors que dans le cadre justement de contrat administratif, il est bien possible que l'administration, en raison d'un certain nombre de circonstances, puisse apporter des modifications, même si ces pouvoirs de modification et ces pouvoirs de sanction accordés à l'administration sont des pouvoirs qui ne sont pas absolus mais plutôt encadrés. Voilà donc la dernière fois ce qu'on avait fait. Et maintenant, relativement aux critères jurisprudentiels, avant de parler des critères jurisprudentiels, je tenais à souligner que toujours relativement à la détermination législative des contrats administratifs, il y a aussi une détermination législative des contrats de droit privé. Le législateur sénégalais, par la loi de 1976, a considéré que tout contrat conclu entre un agent non fonctionnaire et une collectivité locale est considéré justement comme un contrat de droit privé régi par le Code du travail. D'accord? Donc, chaque fois qu'une collectivité locale signe un contrat avec un agent non fonctionnaire, le dit contrat, ce contrat est considéré comme un contrat de droit privé. Et quand je parle de collectivité locale, je vous rappelle que les collectivités locales au Sénégal, il s'agit de la commune, d'accord, il s'agit de la commune et du département. Donc la commune est à la fois communauté et à la fois collectivité locale et circonscription administrative. Le département est à la fois collectivité locale et circonscription administrative, mais la région est circonscription administrative, mais la région n'est pas une collectivité locale au Sénégal. Donc depuis la loi de 2013, plus
connu sous le nom de l'acte 3 de la décentralisation, on a supprimé la région comme collectivité locale. Donc la région n'est plus considérée au regard des textes en vigueur comme étant une collectivité locale, mais plutôt une circonscription administrative. À la tête, il y a, comment on appelle, il y a une gouverneur. Donc maintenant, les critères jurisprudentiels. Les critères jurisprudentiels, si vous lisez les critères jurisprudentiels, c'est-à-dire quand je parle de jurisprudence, rappelez-vous que la jurisprudence des juristes, c'est l'ensemble des décisions qui ont été dégagées par le juge relativement à une question de droit. La jurisprudence ici, donc, c'est le juge aussi a eu justement à dégager un certain nombre de critères. Mais pour peu que nous nous intéressions à ces critères qui sont dégagés par les juges, on se rend vite compte qu'il y a justement une certaine, pas parenté, mais j'allais dire même une certaine ressemblance avec les critères dégagés par le législateur. Si cela n'est ainsi, c'est parce que tout simplement, je vous ai dit la dernière fois, que le droit administratif, les contrats administratifs que nous sommes en train d'étudier, ces contrats administratifs sont des contrats qui ont, pour la plupart, sont des règles qui ont été dégagées par le juge français. Le législateur français, le législateur sénégalais s'est contenté de reproduire les principes et les décisions rendues par le juge français. S'il en est ainsi, ça se comprend aisément. On est en 1965. En 1965, il n'y avait pas beaucoup de juristes au Sénégal. Donc ce sont les techniciens français qui ont écrit, qui ont élaboré le code des obligations de l'administration. Donc pour faire simple, ils ont estimé nécessaire justement de prendre toutes les décisions qui avaient été rendues par les juges français et d'essayer de l'adapter aux circonstances, comment on l'appelle, aux circonstances, au contexte sénégalais. Donc ici, ce que vous devez comprendre, quand nous étudierons les éléments, les critères de la jurisprudence, pratiquement, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pratiquement les mêmes critères qui ont été retenus. La seule différence, là où on parle de critères organiques dans le cadre justement de la détermination législative, des critères d'identification des contrats administratifs, ici, nous allons parler des critères permanents. Le critère permanent, c'est la présence d'une personne morale de la publique dans le contrat. Quand maintenant, le deuxième critère dégagé par le juge, c'est le critère administratif. Et le critère administratif, pour peu qu'on l'interroge, on se rend vite compte qu'il va nous faire comprendre que par critère alternatif, pas administratif, excusez-moi, par critère alternatif, c'est d'abord l'exécution d'une mission de service public, ce que j'avais dit tantôt, et justement le fait que le contrat comporte un certain nombre de clauses que nous appelons des clauses exorbitantes de droit commun. Donc il y a ici pratiquement il y a une certaine identité à tout point de vue entre les critères qui sont dégagés par les législateurs sénégalais et les critères dégagés par les juges français. Il n'y a aucune différence. D'accord? Donc maintenant, après avoir dégagé les critères d'identification du contrat administratif, il s'agit d'un contrat. Quand on parle de contrat, naturellement, dans le cours, j'ai d'abord évoqué les différents types de contrats. J'ai parlé de la concession, j'ai parlé justement de l'affermage. Mais avant de parler de ces types de contrats, il est préférable toujours pour la clarté de notre propos, d'abord d'inverser un peu les rôles, pour d'abord parler des conclusions de contrat, des conditions de conclusion du contrat administratif. Quand on parle de, comment on appelle, des conditions de validité du contrat, rappelez-vous, il y a d'abord des conditions qui sont des conditions générales, qui sont applicables à tous les contrats, mais indépendamment de ces conditions générales, il y a des conditions spécifiques. Dans le cadre d'un contrat de travail, il y a des conditions spécifiques au contrat de travail. Il y a des causes relatives justement à l'âge, relatives justement aux liens de subordination, relatives à la prestation, etc. Quand on parle justement d'un contrat de bail, il y a, au-delà du respect des conditions générales
le bail se doit de respecter un certain nombre de conditions qui sont des conditions spécifiques. Ici aussi, c'est la même chose. Dans le cadre, comment on appelle, du contrat administratif, il y a un certain nombre de conditions que nous devons respecter pour la validité du contrat. À défaut, le contrat sera considéré comme nul et non avenu. Quand on dit un contrat est nul, c'est comme qui dirait un contrat qui n'a jamais existé. Mais permettez-moi, avant de parler justement des conditions spécifiques du contrat administratif, de vous rappeler les conditions générales, les conditions de validité pour les contrats. C'est le consentement, c'est l'objet, c'est la cause et c'est la capacité. D'accord? C'est l'objet, c'est le consentement, la cause, l'objet et seulement la capacité. Relativement au consentement, il trouve son siège dans l'article 58 du COCC qui dispose qu'il n'y a point de contrat en l'absence d'un consentement émanant de l'une et de l'autre partie. Ça, c'est le consentement. Donc, un contrat sans consentement n'est pas valable. Deuxième condition, relativement aux conditions de fond, c'est l'objet. C'est sur quoi porte le contrat. Donc, un contrat sans objet n'en est pas un contrat, sans objet n'en est pas un. Il faut impérativement un objet. Il faut une cause. La cause, on l'appelle l'équivalence des prestations. L'équivalence des prestations, il y a une cause qu'on appelle la cause objective et la cause du contrat. D'accord? Et maintenant, pour la capacité, c'est justement l'aptitude à pouvoir passer un contrat. Voilà, grosso modo, les conditions générales de validité du contrat. Et maintenant, relativement au contrat administratif. Au-delà justement des conditions évoquées tantôt, parce qu'il faut un consentement, il faut que l'administration consente à conclure un contrat. Sans ce consentement, il faut aussi que l'autre partie aussi donne son consentement. Il faut qu'il y ait un objet, soit c'est la construction d'infrastructures, d'accord, il faut une cause. Il faut une cause, c'est-à-dire que tout simplement, quand on signe un contrat, naturellement, c'est-à-dire que tout simplement, il y a un but à viser, à moins qu'on soit fou, il y a toujours quelque chose derrière. Donc le contrat maintenant administratif, la première remarque, la première des choses qu'il faut se faire à l'idée, c'est que dans le cadre de la conclusion du contrat administratif, il y a d'abord déjà une rupture d'égalité. C'est-à-dire que le principe de la liberté, contractuelle est remis en cause. Ça, c'est le premier point à admettre. Deuxième chose à faire observer, dans le cadre justement toujours de la liberté contractuelle, quand on parle de la liberté contractuelle s'apprécie au moment de la formation du contrat, c'est-à-dire que relativement au choix du contractant, vous avez la possibilité de choisir votre contractant en toute liberté. On ne vous impose pas un contractant. Dans le cadre, je veux parler des contrats, je ne parle pas des contrats administratifs, je veux parler des contrats de particulier à particulier. Des contrats de particulier à particulier, donc là, la liberté, quand je parle de la liberté contractuelle, il y a une certaine liberté qui est accordée aux parties que nous sommes, aux particuliers que nous sommes, de choisir notre liberté et de discuter du contenu du contrat. D'accord? C'est nous, d'un commun accord, nous discutons d'un contrat. Par cette discussion, on essaie de mettre en exergue nos intérêts, alors que dans le cadre du contrat administratif, cette discussion-là, en réalité, n'existe pas. Ce qui existe, c'est, si vous voulez, c'est un contrat d'adhésion. C'est qu'il y a ce qu'on nous appelons le cahier des charges, il y a la préparation, ou si vous voulez, les termes du contrat sont des termes qui sont élaborés par l'administration. L'autre partie a pour, soit il accepte, soit il ne peut pas accepter, c'est à lui de voir. Mais en tout cas de cause, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un contrat de gré à gré, où il y a une certaine liberté qui est accordée à l'autre contractant de fixer, ou pas de fixer, mais d'imposer sa volonté. Ici, c'est l'administration qui prépare le contrat, fixe les règles du jeu, fixe les règles du contrat, et maintenant propose ces règles au contractant. Lequel contractant peut les accepter comme il peut les refuser. Ça dépend de lui. Maintenant, s'il accepte, le contrat est conclu. Donc, ça c'est le premier point.